Comment un pervers narcissique peut ruiner votre vie en 10 jours? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue sur Brille, le podcast antidote pour se reconstruire en puissance après un pervers narcissique. Je suis Sylvie Joseph, coach spécialiste en relations toxiques. Ma mission, aider les femmes à booster leur estime personnelle après une relation avec un pervers narcissique et à rayonner dans tous les domaines de leur vie. Pour éviter de manquer mes prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous vous demandez si votre radar amoureux est bien calibré, j'ai exactement ce qu'il vous faut, un quiz gratuit pour tester votre intuition en amour. Le lien est dans la description. Allez-y, testez-vous. Message personnel à ces messieurs qui m'écoutent. La manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Maintenant que tout cela est dit, c'est parti. Bienvenue dans le grand spectacle des démolisseurs de cœur, où en moins de temps qu'il n'en faut pour dire malheur, un pervers narcissique peut rendre votre vie plus tragique qu'un épisode de la série Murder. 10 jours, les amis, pas un de plus. Qui aurait cru qu'il était possible de condenser tant de désastres entre 2 week-ends? Alors, comment se déroule cette métamorphose spectaculaire? Le pervers narcissique, cet illusionniste de l'amour, n'a pas pour hobby de collectionner des timbres, mais plutôt des fragments de votre bonheur pour les broyer sous vos yeux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur de l'obscurité affective. Nous allons disséquer jour après jour les tactiques insidieuses de ces charmeurs toxiques. De l'ascension euphorique à la chute vertigineuse, nous analyserons comment ces artistes de la manipulation parviennent à tisser leur réseau de dépendance en moins de temps qu'il n'en faut pour guérir d'une grippe. Êtes-vous prête à décrypter les codes de cette machination affective? Accrochez-vous, car démasquer ces prédateurs est votre billet vers la liberté émotionnelle. Parce qu'après tout, comprendre le piège est le premier pas pour ne pas y tomber. Mais avant de poursuivre, si vous voulez vous reconstruire après un pervers narcissique, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous vous demandez si votre radar amoureux est bien calibré, le moment est venu de le découvrir avec mon quiz, c'est gratuit, le lien est dans la description. À présent, démarrons avec le jour 1 que j'intitulerai « La rencontre idéalisée ». Le premier jour est celui où tout commence, un peu comme la première scène d'un film d'amour, mais avec un scénario écrit par un gros bâtard. Élodie, jeune cadre de 35 ans, est seule à une exposition d'art, scrutant un tableau abstrait qu'elle ne comprend pas vraiment. Soudain, comme par magie, apparaît de nulle part Pierre Nicolas, son futur cauchemar. Pierre Nicolas, allez, appelons-le PN, on ne va pas s'embarrasser de formalités, affiche sur sa tronche de cake un sourire aussi large que le déficit budgétaire de l'État. Il s'approche avec assurance d'Élodie. Fascinant, n'est-ce pas? On pourrait presque y voir notre futur à tous les deux, lance-t-il, désignant le gribouillage qui pourrait bien être le dessin d'un mioche de 3 ans. Élodie, charmée, ou peut-être juste confuse, rit. Pierre Nicolas déploie alors son arsenal. Des compliments qui coulent comme du sirop trop sucré, des anecdotes finement ciselées pour se montrer sous son meilleur jour, et des questions suggestives qui pénètrent les défenses d'Élodie plus efficacement qu'un cheval de Troie. Tu sais, je ressens déjà quelque chose de spécial, murmure PN, un air de faux mystère planant autour de lui comme un parfum bon marché. Élodie, naïvement séduite, ne réalise pas encore qu'elle vient de signer pour un rôle secondaire de fait entrer l'accusé, le rôle principal étant naturellement attribué à PN. Après avoir planté le décor d'une idylle trop belle pour être vraie lors du premier jour, PN passe à la vitesse supérieure durant les jours 2 et 3. Transformant ce qui semblait être un simple flirt en un véritable feu d'artifice émotionnel, préparant le terrain pour une romance aussi intense qu'éphémère. Durant les jours 2 et 3, notre cher PN, tel un chef étoilé de la manipulation, commence à assaisonner sa recette secrète, le bombardement d'amour appelé plus communément love bombing. Pendant qu'Élodie pensait tomber sur la perle rare, Pierre Nicolas est en réalité en train de lui préparer un cocktail explosif d'affection excessive et d'attention obsédante. « Tu me manques déjà », lui envoie-t-il par texto moins de 3 heures après leur première rencontre. Ces messages sont envoyés à la vitesse de l'éclair, chacun d'eux dégoulinant de miel et de désir. Élodie, bercée dans une douce illusion, commence à se sentir comme la star d'une comédie romantique sur M6, sans se douter que le scénario est plutôt écrit pour un thriller psychologique.
Les appels s'enchaînent, chaque conversation est une symphonie de flatterie. Pierre Nicolas, le maestro de la romance artificielle, joue chaque note pour toucher le cœur d'Élodie. Ils parlent déjà de nous, comme si leur histoire était destinée à être inscrite dans les annales de l'amour éternel, laissant Élodie éblouie par tant de passion si soudaine. Imagine notre avenir ensemble, murmure-t-il au téléphone lors d'un appel à minuit. Toi et moi, inarrêtables. Ces mots, lourds de promesses, semblent suspendre Élodie entre le rêve et la réalité. Pierre Nicolas, tel un vendeur d'illusions, sait exactement quelle carte jouer, quand et comment. Élodie, qui ne sait pas encore qu'elle est en train de marcher sur un champ de mine, danse au rythme que Pierre Nicolas lui impose, chaque pas l'éloignant un peu de sa liberté. Alors que les jours 2 et 3 se sont enflammés sous le bombardement d'amour de Pierre Nicolas, les jours 4 à 5 commencent à montrer des craquelures aussi discrètes qu'une mouche dans un verre de vin. Payen, qui jusqu'alors était le prince charmant dans cette épopée romanesque, commence à dévoiler des traits moins séduisants, s'immisçant dans la vie d'Élodie avec la finesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. À ce stade, Pierre Nicolas se transforme subtilement d'admirateur en critique d'art personnel d'Élodie. Lors d'une après-midi tranquille, alors qu'Élodie se prépare pour une sortie, Pierre Nicolas lance d'un ton mielleux, masquant à peine son venin. « Tu vas vraiment porter cette robe ? Je préfère quand tu es habillée de façon moins voyante. » Voyez-vous, les compliments d'hier se muent en conseils dont personne n'a demandé l'avis. Le lendemain, lors d'un dîner, Pierre Nicolas fait un commentaire sur la façon dont Élodie tient sa fourchette. « C'est mignon que tu ne saches pas vraiment utiliser les couverts de manière conventionnelle, dit-il, riant de sa propre connerie, tandis qu'Élodie tente de déterminer si elle est à un dîner ou à un examen de bienséance impromptu. Ces petites piques, apparemment anodines, sont les premiers signes d'une stratégie bien rodée. Pierre Nicolas, qui avait érigé un piédestal pour Élodie, semble maintenant déterminé à en scier les pieds, un compliment empoisonné à la fois. Élodie, pour sa part, commence à sentir que quelque chose ne va pas, mais elle n'arrive pas encore à mettre le doigt dessus, se balançant entre l'autocritique et la confusion, comme un météorologue essayant de prévoir le temps en Bretagne. Le vernis craquelé de notre histoire est sur le point de révéler pour les prochains jours le bois pourri qui se trouve en dessous. Et justement, nous voici au jour 6 et 7 où notre cher Pierre Nicolas, dans un élan de plénitude légendaire, décide que la fête est finie. En effet, il considère qu'Élodie a eu assez de miel et qu'il est temps de passer au vinaigre. Le ciel autrefois clair de leur romance commence à s'assombrir et la tempête de la dévalorisation s'annonce avec toute la subtilité d'une émission de télé-réalité. La stratégie est simple. Si les jours précédents étaient une kyrielle de compliments, nous sommes désormais à un festival de critiques. Tu ris trop fort au restaurant, Élodie. Tu ris comme une hyène, tu me fais honte, commande Pierre Nicolas au beau milieu d'un dîner soi-disant romantique, transformant un moment de joie en une scène de crime où le bonheur d'Élodie est assassiné en public. Et ne parlons pas de son intelligence qui, selon Payen, pourrait être mise en doute simplement parce qu'Élodie, certes, a confondu Camus avec le nom d'un camembert lors d'une conversation. « C'est mignon de te voir essayer de participer à des discussions intellectuelles, glisse-t-il avec un sourire qui pourrait geler l'océan Pacifique. Chaque commentaire est une goutte d'acide sur l'estime de soi d'Élodie. Chaque mot soigneusement choisi pour la réduire un peu plus à un personnage de sa propre mise en scène tragique. Élodie, autrefois si confiante, commence à douter de tout, y compris d'elle-même, se demandant si elle n'est pas réellement la femme instable et bancale que Pierre Nicolas dépeint. Hélas, sa descente aux enfers ne fait que commencer. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite en ce 8e jour avec le retrait émotionnel. Pierre Nicolas, qui avait jusqu'à présent endossé le rôle du parfait amoureux et qui naturellement a plus d'un tour dans son sac, commence soudainement à être aussi chaleureux qu'une porte de prison, si vous voyez ce que je veux dire. Les messages chaleureux d'hier se transforment en réponses monosyllabiques. Oui, non, peut-être.
Perso, je suis sûre qu'Élodie pourrait obtenir des réponses plus chaleureuses en parlant à son micro-ondes. Enfin bref. Lorsqu'elle tente d'aborder cette soudaine distance, PN est aussi réceptif qu'un mur de béton. Je suis juste fatigué, dit-il sur un ton agacé. Pourtant, cette fatigue semble miraculeusement disparaître lorsqu'il s'agit de sortir avec ses amis, IES, je précise, laissant Élodie se demander si elle n'est pas devenue moins intéressante qu'une émission de téléachat à 3 heures du matin. Le clou du spectacle arrive quand, cherchant désespérément à raviver la flamme, elle suggère à PN un week-end romantique. Tête de poulpe, avec toute la délicatesse d'un juge de tribunal, rejette l'idée. Un week-end? Avec tout le travail que j'ai? Tu es vraiment égoïste de penser que j'ai du temps pour ça. Bienvenue dans le grand désert émotionnel où chaque tentative d'Élodie de trouver un oasis se termine par plus de sable dans les yeux. Nous voilà au jour 9 où Pierre Nicolas, toujours dans son rôle de grand architecte de la misère personnelle, décide qu'il est temps de bâtir pour Élodie une prison qui ressemblerait, pourquoi pas, à celle d'Alcatraz. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour l'isoler du reste du monde, car chaque interaction d'Élodie avec le monde extérieur est vue comme une trahison potentielle et chaque mot de ses amis comme une grenade déguisée. Tu sais, je ne pense pas que tes amis t'apprécient vraiment pour qui tu es, murmure PN lors d'un dîner, ces mots tombant avec la subtilité d'une brique dans une machine à laver. Ils ne sont pas bons pour toi, Élodie. Ils te tirent vers le bas. Bien sûr, vers le bas est l'endroit où PN préfère maintenir Élodie, mais uniquement sous son contrôle exclusif. Peu à peu, Élodie commence à douter de ses propres choix, ses amis devenant des souvenirs lointains, comme des stars de cinéma dont on oublie les noms. Et nous voilà au 10e jour où Pierre Nicolas, notre maestro de la mélancolie, décide qu'il est temps de dévoiler son ultime manipulation. PN, sentant que sa pièce de théâtre pourrait bientôt se jouer à guichet fermé, choisit ce moment pour jouer sa dernière carte, la victime. Oui, les amis, après avoir orchestré chaque acte de cette farce émotionnelle, PN se métamorphose en une créature si pitoyable que même un soap-opéra l'aurait refusé pour excès de clichés. Lorsqu'Élodie fait part à PN de son envie d'aller voir sa meilleure amie le week-end prochain, celui-ci lui dit « Vraiment ? Avec tout ce que nous devons faire ensemble le week-end prochain, tu souhaites m'abandonner ? Tu sembles ne pas apprécier passer du temps avec moi qui t'aime tant. » Laisse-moi te dire à quel point c'est dur pour moi, commence PN, les yeux aussi larmoyants qu'un crocodile. Je sens que tu ne m'offres pas le soutien dont j'ai besoin pour être la meilleure version de moi-même. Élodie, déjà à bout de nerfs, écoute son discours, son cerveau faisant des loopings entre compassion et confusion. Le coup de grâce arrive lorsque PN l'accuse d'être la source de son propre isolement. Tu te rends compte que tu ne me laisses pas le choix. Je me sens si seule quand tu passes du temps avec d'autres. Le ton est accusateur, mais les mots sont choisis avec autant de soin qu'un horloger suisse ajustant une montre coûteuse. Élodie, prise au piège de ce labyrinthe émotionnel, se demande si elle est l'antagoniste de sa propre vie. Pendant ce temps, PN, toujours un pas en avant, se prépare déjà à la réconciliation qui ne manquera pas de réinitialiser le cycle de la manipulation. Et voilà, mesdames, comment un pervers narcissique peut ruiner votre vie en 10 jours. Ce que nous avons vu n'est rien de moins qu'une performance digne d'un Oscar de la manipulation avec Pierre Nicolas dans le rôle du méchant tellement bon dans son art que même Lucifer prendrait des notes. Mais que retenir de cette descente dans les méandres de la manipulation affective ? Si cette histoire nous enseigne une chose, c'est que face aux manipulateurs émotionnels, une bonne estime de soi est non seulement votre bouclier, mais aussi votre épée. Se connaître, comprendre ses propres valeurs et surtout respecter ses limites sont des armures impénétrables face aux assauts des narcissiques qui se nourrissent de vos doutes et incertitudes. Cultiver une forte estime de soi vous permet de voir les drapeaux rouges non comme des signaux à rationaliser, mais comme des alertes à actionner. C'est reconnaître que le droit de décider qui entre dans votre vie et qui en sort n'appartient qu'à vous. C'est comprendre que vous êtes la scénariste de votre propre histoire et non un personnage secondaire dans le drame d'un autre.
Pour celles qui naviguent dans les eaux troubles des relations, rappelez-vous, le plus grand rôle que vous aurez jamais à jouer est celui de vous-même dans toute votre intégrité et votre vérité. Ne laissez personne réécrire vos répliques ou vous souffler qui vous devez être. En amour, comme dans la vie, être bien ancré dans son estime personnelle n'est pas juste un avantage, c'est une nécessité. Si l'amour est un théâtre, assurez-vous que c'est vous qui tenez la plume. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Pour celles qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas de tester votre radar amoureux grâce à mon quiz en 10 questions. Vous trouverez le lien dans la description. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, j'en serai ravie. Un immense merci à toutes pour votre écoute et votre fidélité. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous, ciao ciao, bye et à très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous à toutes.